Justice shall be served. Le barreau. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Le Barreau, épisode 1, votre nouveau podcast qui parle de droit, de la sexualité. Je suis Lorenzo Govi Bartolomei, votre co-animateur, et tout de suite, la présentation de l'équipe. Il nous vient tout droit d'une bourgade digne du fin fond de la comté. Non pas de la terre du milieu, mais de la terre d'Avignon. La légende raconte qu'il est le fils spirituel de Leonardo DiCaprio, en jeune, notre sexy boy national, j'ai nommé Axel Tivan. Bonsoir. Ensuite, nous avons un homme qui a traversé la mer Méditerranée tel Ulysse sur son bateau. Natif de l'île de Beauté, son accent chantant coulera comme du miel dans vos oreilles étonnées. Notre supporter de Bastia préféré, j'ai nommé Raphaël Lopez. Bonsoir. Enfin, notre special guest pour cet épisode n'a que faire de votre plaidoirie. Étudiante en droit, accro à la caféine de jour comme de nuit, elle est toujours la première à crier 1, 2, 3, viva l'Algérie. J'ai nommé Léa. Bonsoir. Pour ce premier épisode, nous allons parler d'un thème majeur dans la société française qui fait malheureusement encore couler beaucoup d'encre chez certains conservateurs. Un projet de loi qui fête ses 50 ans cette année et qui a été porté par une véritable pionnière de la Ve République. Elle est également une survivante des heures les plus sombres de notre histoire. Madame, avec un grand M, Simone Veil et sa loi éponyme sur l'autorisation de l'interruption volontaire de grossesse, dite IVG. Tout de suite, la chronique portrait. Ce dessin, il le fait trait pour trait à partir d'un portrait. Simone Veil, de son nom de jeune fille Simone Jacob, est née à Nice en 1927. Sa famille, juive et d'origine lorraine, s'installe à Nice pour suivre les affaires du père architecte, peu de temps avant la naissance de Simone. Elle a 2 sœurs et un frère, dont elle est la Benjamine. Elle passe une enfance paisible dans une famille de la petite bourgeoisie niçoise sans encombre. Mais voilà qu'une après-midi de septembre 1939 va faire basculer sa vie à tout jamais. La France déclare la guerre à l'Allemagne nazie. Rien ne change vraiment jusqu'en 1940 et la défaite de la France. Le 10 juillet de cette même année, l'Assemblée nationale réunie à Vichy vote les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Jusque-là, la famille Jacob, elle esquivait la déportation grâce au fait que Nice se retrouvait dans une zone contrôlée par les Italiens et qui ne mettaient pas vraiment les ordres du Reich à exécution. C'est ce qu'elle raconte dans ses mémoires d'ailleurs. Mais avec la chute de Mussolini et le revirement des Rital en 1943, tout s'accélère pour la famille. Simone, qui venait alors de passer son baccalauréat en mars 1944, est arrêtée dans les rues de Nice malgré ses faux papiers d'identité. L'ami avec qui elle était part prévenir sa famille, mais il est filé par la Gestapo qui mettent la main sur Jean, Madeleine et Yvonne Jacob. Tous 4 sont envoyés au camp de Drancy dans l'actuelle Seine-Saint-Denis. Son père André et son frère Jean, qu'elle voit pour la dernière fois, seront déportés en Lituanie et mourront durant leur déportation. Elle ne saura jamais ce qu'ils sont vraiment devenus. Les 3 femmes, elles, partent dans le camp d'Auschwitz-Birkenau le 13 avril 1944. Simone, dans un entretien en 2006 pour l'INA, raconte son arrivée. C'était au milieu de la nuit. Oui, il doit être, je sais pas, minuit, 1h du matin, enfin. Le train s'arrête brusquement. Très vite, les portières s'ouvrent, puisque ce sont des wagons à bestiaux. Des gens en pyjama avec rayés qui se précipitent et qui nous font sortir très vite, les aboiements de chiens, cet éclairage très, très dur du fait qu'il y a sur le quai ces lampes projetées vers, la lumière projetée vers les wagons, et puis une sortie très très rapide des wagons avec ces bagnards, puisque pour nous ils sont habillés comme des bagnards, et qui nous font sortir des trains, les chiens qui aboient, et nous font mettre tout ça se passe très très vite. Là-bas, elle assistera à l'horreur pendant 4 mois, où elle esquivera un sort funèbre grâce à son affectation à des travaux manuels, puis à une mutation avec sa sœur et sa mère dans le camp de Bobrek, une annexe très différente en termes de conditions de vie et à 5 km du camp d'Auschwitz. Avec l'avancée de l'armée rouge en 1945, les SS amènent leurs prisonniers dans une marche de la mort de 70 km en plein hiver jusqu'à Giewitz, dans l'actuel sud de la Pologne.
Il les transfère ensuite en train lors d'un voyage de 8 jours où les prisonniers ne reçoivent ni eau, sauf la neige fondue au fond de leurs gamelles, ni nourriture, sauf les morceaux de pain jetés par les habitants, apitoyés des villes traversées. Elle arrive finalement au camp de Bergen-Belsen, le 30 janvier, et où Simone est affectée à la cuisine. Sa mère meurt du typhus en mars, et sa sœur Madeleine, atteinte également, est sauvée de justesse grâce à l'arrivée des troupes britanniques le 15 avril. Après son retour en France et à la fin de la guerre, elle est prête à parler de ce qu'elle a vécu, mais elle a l'impression que personne ne veut l'entendre. Elle deviendra dans les décennies qui suivent une actrice majeure de la dignité et des droits des détenus en France suite à ce qu'elle a vécu, ainsi qu'une batailleuse pour que personne n'oublie jamais le génocide juif. Refermons cette période funeste pour nous attarder maintenant à la suite de la vie de Simone Veil après la guerre. Après avoir appris l'obtention de son bac avant la déportation, reprend les études de droit à Paris. Durant ses études, elle rencontre un inspecteur des finances et chef d'entreprise, Antoine Veil, qu'elle épousera en 1946 et avec qui elle aura 3 enfants, puis 12 petits-enfants. Elle passe avec succès en 1956 le concours de la magistrature après sa licence de droit et une grande pause. Elle gravira les échelons petit à petit avant de devenir la première femme secrétaire générale du Conseil supérieur de la magistrature. Les ports de la politique française sont tout proches, même si cela n'a jamais vraiment été son véritable objectif. Après la mort de Georges Pompidou, le deuxième président de la Ve République, elle est nommée ministre de la Santé en 1974, donc sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing. Elle est également la deuxième femme de l'histoire en France à devenir ministre de plein exercice, ce qui constitue un véritable progrès. Voilà pour l'histoire de Simone jusqu'à cet instant T. Mais parlons maintenant de l'interruption volontaire de grossesse. C'est donc un avortement provoqué, décidé pour des raisons non médicales, mais dans un cadre légal. Son interdiction, elle remonte à la Seconde Guerre mondiale, en 1942, sous le régime de Vichy et de ses fameuses valeurs. Travail, famille, patrie. L'avortement est déclaré crime contre la sûreté de l'État et il devient alors passible, après jugement, de la peine de mort. Après la libération et malgré le fait que la loi soit abrogée, le nombre de condamnations continue à progresser. Et les mouvements de revendication pour la légalisation de l'avortement se multiplient à partir de la fin des années 1950. En 1970, c'est le député Claude Perret qui présente une proposition de loi qui prévoit l'accès à l'avortement thérapeutique en cas de viol. Mais le texte ne sera jamais voté. En 1973, le MLAC, MLAC, Mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception, est créé par des médecins et des non-médecins militants. Ils vont réaliser des milliers d'IVG en organisant et en revendiquant des bus de femmes allant avorter à l'étranger, en plus des manifestations régulières dans toute la France. À ce moment-là, c'est l'humiliation totale pour la classe dirigeante. Un an plus tard, à son arrivée au pouvoir, Valéry Giscard d'Estaing décide de laver l'affront. Il charge alors son Premier ministre, Jacques Chirac à l'époque, de confier à Simone Veil la mission de faire adopter une loi légalisant l'IVG. Et oui, donc on voit que la politique et le droit, ce sont deux choses qui sont souvent liées. Tout de suite, le décryptage politique de notre invitée Léa, étudiante en droit et spécialiste de ce sujet. Eh bien le changement, c'est maintenant. Le redressement, c'est maintenant. La justice, c'est maintenant. La loi propose d'abord pour 5 ans une dépénalisation totale de l'IVG avant la fin de la 10e semaine de grossesse, une prise en charge et un suivi par un médecin dans un établissement d'hospitalisation. La loi légaliserait également l'IVG pour motifs thérapeutiques. On note d'ailleurs que Jean Le Canuet, garde des Sceaux sous Valéry Giscard d'Estaing, avait refusé un an auparavant de défendre ce projet de loi pour des motifs d'éthique personnelle. C'est donc dans ce contexte que Simone va devoir faire voter le projet de loi à l'Assemblée nationale. Nous arrivons au 26 novembre 1974, date fatidique. La ministre va prononcer un discours qui va rester dans l'histoire. Parmi ceux qui combattent aujourd'hui une éventuelle modification de la loi répressive, combien sont-ils ceux qui se sont préoccupés d'aider ces femmes dans leur détresse ? Combien sont-ils ceux qui, au-delà de ce qu'ils jugent comme une faute, ont su manifester aux jeunes mères célibataires la compréhension et l'appui moral dont elles avaient un si grand besoin ? Le vote provoque des débats particulièrement tendus, parfois même explosifs. Le député Jean Foyer, membre de l'UDR et figure de l'opposition au projet de loi, interpelle alors la ministre de la Santé. Il l'avertit. Selon lui, certains capitaux n'attendent déjà qu'une chose, investir dans ce qu'il appelle l'industrie de la mort. Il prédit qu'un jour, la France connaîtra des avortoirs, des sortes d'abattoirs
où s'entasseraient, je cite, des cadavres de petits hommes, semblables à ce que, dit-il, certains députés auraient déjà vu à l'étranger. Après plus de 25 heures de débat, animés par pas moins de 74 oratoires, la loi est finalement adoptée par l'Assemblée nationale. Il est alors 3h40 du matin, ce 29 novembre 1974. Le texte passe avec 284 voix pour et 189 contre. Ce sont principalement les députés de gauche et du centre qui permettent son adoption, tandis que la majorité des députés de droite, menés par Jean Foyer, s'y opposent. Une opposition d'autant plus marquante que le gouvernement à l'origine du projet, celui auquel appartient Simone Veil, vient justement de cette même droite. Après plusieurs allers-retours entre l'Assemblée et le Sénat, la loi est définitivement adoptée le 20 décembre 1974. Merci Léa pour ce décryptage. Donc après sa promulgation en janvier 1975, la loi Veil marque un tournant historique. Mais son application ne se fait pas sans heurts. Dans les hôpitaux, beaucoup de médecins refusent encore de pratiquer des IVG, invoquant la clause de conscience. L'accès à l'avortement reste donc inégal sur le territoire, surtout dans les zones rurales. 5 ans plus tard, en 1979, la loi est rendue définitive. C'est une véritable victoire pour Simone Veil et pour toutes celles qui se sont battues pour le droit à disposer de leur corps. Dans les décennies suivantes, le cadre légal évolue. En 1982, l'IVG est remboursé par la sécurité sociale et en 2001, le délai est porté à 12 semaines, puis à 14 semaines en 2022. Et en 2024, moment symbolique de l'histoire, le droit à l'avortement entre dans la Constitution française, un aboutissement près de 50 ans après le combat de Simone Veil. Quant à Simone, elle deviendra quelques années après cette loi la première femme présidente du Parlement européen, puis membre du Conseil constitutionnel, l'une des plus hautes instances juridiques françaises. Simone s'éteint à Paris le 30 juin 2017 à l'âge de 89 ans. Selon son fils Pierre-François, le dernier mot qu'elle ait prononcé avant de partir est « merci ». Enfin, elle sera panthéonisée en 2018 aux côtés de son mari, devenant de facto la première personnalité de la Ve République pour laquelle cette décision a été prise aussitôt après son décès. Terminons cet épisode sur une note plus légère. Axel, Raph, vous allez vous affronter dans un duel en mort subite sur la question suivante. Dans quel pays l'IVG est-elle légale dans le monde ? Alors, petit disclaimer, je n'accepterai que les réponses où l'IVG est légale sur demande et sur justification médicale, et non sur justification économique. Axel, à toi d'ouvrir le match. Les Pays-Bas. Les Pays-Bas, c'est bon. Je dirais l'Espagne. L'Espagne, c'est bon. Certains États des États-Unis. Exactement, c'est pas légal dans tous les États. Je l'accepte. Je dirais le Portugal. Portugal, valeur sûre, réponse sûre, c'est bon. Je vais tenter un voisin, la Belgique. La Belgique, c'est bon. Vous gardez la facilité en Europe, là, les gars. Sûrement la Suède. La Suède, c'est bon également. Moi, je vais tenter l'Australie. L'Australie, c'est une bonne réponse. Pour ma part, je dirais la Finlande. La Finlande, c'est bon. Est-ce que le Brésil fait partie de ces pays ? Et c'est perdu, malheureusement. Le Brésil autorise seulement l'IVG si la vie de la mère est en péril. Axel, c'est une défaite pour toi, malheureusement. Félicitations à notre vainqueur du jour, Raphaël. Ah là là. Un Bravo. petit mot du gagnant. J'ai gagné. Elle est très simple. Merci à tous en tout cas d'avoir écouté Le Baron épisode 1. On espère que vous avez appris plein de choses, que vous avez passé un bon moment. On se retrouve très vite pour l'épisode 2 sur la dépénalisation de l'homosexualité. On vous souhaite une bonne journée. Et n'oubliez pas, sortez couverts.